Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Radio Veg. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format qui est un... On a décidé, là, suite à des commentaires des gens constructifs et à une réécoute, là, j'ai réécouté mes émissions, je trouve que ça pourrait être plus productif si je faisais des émissions pour les nouvelles simplement et d'autres pour des entrevues. Alors, on va avoir des émissions plus courtes qui vont subdiviser les nouvelles. Alors, les gens qui sont intéressés par les nouvelles pourront écouter celle-là et les gens qui sont intéressés par le sujet de l'entrevue pourront écouter simplement l'entrevue. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Veg et bonne écoute. Aujourd'hui, c'est les nouvelles du jour. Alors, on commence les nouvelles et puis, évidemment, pour ceux qui ont mon âge, vous savez que le mouvement pour la défense des animaux, surtout au niveau du véganisme, il y a eu des grandes avancées dans les dernières, je dirais, 10-15 ans. Par contre, pour les plus jeunes, peut-être vous avez l'impression que ça avance pas vite, puis effectivement, ça pourrait aller beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles pour essayer de cheer up la gang. On a nos deux milliardaires internationaux qui sont Bill Gates et Jeff Bezos qui se mettent de la partie. Alors, autant qu'on peut les critiquer sur plusieurs points de vue, c'est possible que ces gens-là qui n'ont plus rien à prouver au niveau professionnel désirent maintenant s'impliquer dans des bonnes causes. Alors, on commence avec un article que j'ai pris dans le Observer. Jeff Bezos, là, le fondateur de Amazon, qui a une fortune là, évaluée à 195 milliards de dollars, alors qui a décidé d'investir 60 millions pour développer des protéines, des alternatives aux protéines animales. Puis ça fait partie d'un engagement de 1 milliard de dollars qu'il fait pour essayer de rendre l'alimentation plus éco-responsable. Alors, Jeff Bezos, dans cet investissement-là, veut développer les protéines à base de plantes. Je crois que c'est un très bel investissement et puis peut-être, comme je disais, que la solution vient en partie par ces grands milliardaires-là. On a aussi Bill Gates, lui, qui... ça, c'est un article que j'ai pris aussi dans le Veg News, mais qui est aussi trouvable dans plusieurs journaux, qui mentionne qu'il tripe sur les cheeseburgers, mais qu'il se rend compte que chacun de ces cheeseburgers nécessite 2500 gallons d'eau. Il se rend compte aussi, il a pris conscience que l'agriculture animale représente 15% des GES. Alors, ce qu'il veut faire, c'est investir dans une compagnie qui est basée à New York, qui s'appelle C16 Bioscience. Cette compagnie-là se concentre pour développer une huile de palme qu'on sait qui est très dommageable au niveau de la déforestation dans les pays tropicaux qui détruit les habitats de plusieurs animaux. Alors, une huile de palme qui serait synthétique, en fait, qui part de la formation d'un microbe, ce serait pas vraiment synthétique, en fait, là. Alors, ce qui permettrait de développer l'équivalent de l'huile de palme, mais sans dommages collatéraux. Ces deux copains-là, là, Bill Gates et Jeff Bezos, je ne sais pas s'ils sont copains, mais investissent aussi dans d'autres compagnies, là. Entre autres, Jeff Bezos investit dans la Nutco. Vous connaissez probablement le Nut Milk, le Nut Burger, il y a le Nut Hot Dog, le Nut Saucisse. Alors, c'est des produits à base de plantes. Et puis, j'ai goûté au dernier Kraft Dinner qui est sorti par Kraft à base de plantes. Et j'ai vu que la Nutco coopérait dans l'élaboration du fameux fromage là, du Kraft Dinner, qui a été longtemps mon petit
péché de manger ça. Là, j'ai recommencé, qui est très très bon. Alors, c'est deux bonnes nouvelles venant de nos milliardaires là, qui font pas juste des mauvaises affaires. Bon, on a aussi dans Yahoo Finance, on parle encore de notre ami Bill Gates. Et puis, on dit ici qu'il back une autre compagnie qui s'appelle Savor. Savor, qui est une compagnie qui développe, encore une fois, une molécule de gras sans impact environnemental. C'est un peu complexe là et c'est en anglais, je le traduis. Traduction libre, un procédé qui enlève le dioxyde de carbone de l'air et l'hydrogène de l'eau, de façon à créer une molécule qu'on trouve dans les produits à base d'animaux, fait de molécules animales, et qui produirait sans impact environnemental le même type de gras que l'on retrouve quand les gens prennent des produits faits à base de produits animaliers. Alors, ça fait le tour du web là, en concernant ces deux tourtereaux-là, milliardaires, et je trouve ça positif. Maintenant, si on continue, dans la revue Reporter, qui est le média de l'écologie, là, qui se nomme orgueilleusement le média de l'écologie. On mentionne que le régime vegan est jusqu'à 100 fois moins polluant que de manger de la viande. Il y a une étude qui révèle que le régime vegan émet 75% de gaz à effet de serre en moins qu'une alimentation très carnée. Il utilise aussi moins d'eau de la terre. Alors, je vous lis le petit paragraphe, là. C'est une des conclusions qui vous fera peut-être hésiter au moment de choisir votre prochain repas. Une étude publiée le 20 juillet dans la revue scientifique Nature Food révèle que le régime alimentaire des personnes véganes représente seulement 25% des gaz à effet de serre émis par l'assiette d'un consommateur de viande, soit 75% de moins. Les bénéfices écologiques ne s'arrêtent pas aux émissions de gaz à effet de serre. Une alimentation végétale demande moins d'utilisation de terre et d'eau en outre. Alors 25% moins de terre et je crois que c'est plus que ça, là. 46% moins d'eau. Je crois aussi que c'est plus que ça. En outre, les plats véganes provoquent moins d'eutrophisation. Alors, je crois que c'est la dégradation des sols et perte de biodiversité. 34% moins de perte de biodiversité. Encore une fois, je trouve ça intéressant qu'on le mentionne dans ce média-là, mais je trouve que les chiffres sont très, très, très conservateurs. Je crois que c'est plus que ce qu'on mentionne. Il faudrait vérifier. Mais il est temps que les revues d'écologie commence à s'impliquer. Je trouve ça scandaleux que les revues et les médias qui axent leurs publications sur l'écologie, la défense de la Terre et de la planète fassent très peu de place à la consommation de produits animaliers, entre autres la consommation de viande. Je crois qu'il faut faire... ça va ensemble, en fait. Là, je suis conscient que la plupart des auditeurs, vous êtes véganes et pour les animaux, moi aussi. Par contre, je pense que d'inclure dans notre argumentaire envers les gens le côté écologie peut quand même faire un poids pour essayer de convaincre les gens. Personnellement, si quelqu'un me dit que c'est terrible l'environnement et puis qu'on s'en va vers un mur puis que cette personne-là mange la viande, je trouve ça d'une hypocrisie crasse. On note aussi dans cet article là, que on parle d'une étude de l'Université d'Oxford. Alors, comme quoi de grandes différences existent entre les personnes qui consomment de la viande, notent les chercheurs de l'université. Celles qui en mangent peu, moins de 50 grammes par jour, ont au moins 30% d'effet en moins sur celles qui dévorent plus de 100 grammes par jour, que ce soit pour les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres et la pollution de l'eau. Alors, on continue dans le même sens. Les auteurs rappellent dans leur étude que le système alimentaire mondial représente 34% des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre. Et il est aussi à l'origine de 70% de l'utilisation d'eau et 78% de sa pollution. Alors, en cause d'affectation des terres, du changement d'affectation des terres, la déforestation, dû au fait de faire pousser du soya qui est destiné à nourrir le bétail pour y mettre des troupeaux. L'agriculture est une source majeure de perte de biodiversité. Ainsi, ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette a des conséquences sur l'environnement, en plus de notre santé.
Encore une fois, comment ça se fait qu'on en est là dans une revue spécialisée sur l'écologie à dire des choses aussi évidentes? Bon, on termine en disant que si on avait une volonté des pouvoirs publics d'amorcer cette bifurcation vers la réduction de la production de la consommation de viande, il y aurait beaucoup de leviers disponibles, mais on se heurte à des politiques gouvernementales qui vont à l'encontre de cette évolution du bon sens. On en revient au niveau politique. Le politique n'est vraiment pas là, est à la traîne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais pourquoi ne pas commencer à financer la transition vers une agriculture végétale? Aider les agriculteurs à se diversifier, les agriculteurs qui font de la production animalière, pourquoi ne pas les aider à changer d'industrie et aller vers une production maraîchère ou tout simplement les aider à se réorienter dans leur carrière. On continue avec, encore dans mon site internet préféré là, qui est Veg News. On se demande, le gros débat, puis vous en avez sûrement déjà entendu parler, est-ce que le Impossible Burger est vegan? Bon, le même débat existe au niveau du Beyond Meat, mais ici, on mentionne que le Impossible Burger, le Impossible Food a dû être testé sur des animaux. Alors, c'est sûr qu'en tant que vegan, on essaie d'éviter tout produit qui a été testé sur des animaux. Par contre, personnellement, testé en fait pour être accrédité par la Food and Drug Administration des États-Unis. Il devait y avoir des tests sur des animaux pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème pour les humains. Alors, c'est de là le débat. Personnellement, ma position, c'est que c'est une question mathématique. Le Impossible Food est en croissance, fonctionne très bien. Chaque fois que quelqu'un mange du Impossible Food, il sauve des animaux. Alors, il sauve toute cette et empêche l'industrie animalière de grandir. Alors, je supporte quand même le Impossible Food malgré tout. De même que pour le Beyond, la compagnie Beyond, je crois que il y a beaucoup de gens qui doivent passer par là pour éliminer leur consommation de produits animaliers. Aussi, un autre article qui est intéressant, là, qui est paru, des études marketing. En fait, il y en a deux qui disent que de plus en plus, vous allez, en fait, de moins en moins, vous allez voir des produits où c'est inscrit vegan. De plus en plus, on va parler de plant-based. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui arrive, c'est que le mot vegan, pour une certaine partie de la clientèle visée, qui est les consommateurs de produits animaliers, a une connotation péjorative. C'est de valeur, mais c'est comme ça. Tandis que le terme plant-based, la base de plantes, lui en a très peu. Alors, une plus grande croissance des produits qu'on dénote comme étant à base de plantes versus ceux qu'on inscrit le mot vegan sur l'étiquette. Dans la même ordre d'idée, vous allez voir que les produits Impossible Food, vont avoir une étiquette rouge plutôt que vert. Alors plus d'accent vers le rouge. Puis il semblerait que c'est suite à une étude marketing très poussée, faite à grande échelle, qui indiquerait que le rouge incite plus à l'acheter. Ça incite plus à vouloir en manger que le vert. Alors, pour ça que vous allez voir un petit peu moins de vert chez les produits vegan, produits à base de plantes, que à l'habitude. On pensait mettre le vert là, justement parce que c'est bon pour la planète, c'est fait à base de plantes, mais on s'est rendu compte que le rouge était plus efficace pour la vente de ces produits-là. Une autre étude que j'ai lue dans la revue The Beat, qui est très intéressante, c'est cette revue-là, il y a toujours des très bons articles. Bon, on dit qu'aux États-Unis, il y a maintenant 54% des milléniaux qui s'identifient comme des flexitariens, en fait, qui ne consomment pas de produits animaliers de façon régulière, ce qui est quand même très bon. On s'en va vers un monde dirigé par les milléniaux, alors c'est fantastique. Mais pour des raisons éthiques, mais aussi de santé. Mais ce qu'on demande dans cet article-là, c'est est-ce que c'est vrai que les véganes vivent plus long? On entend souvent le terme 6 ans, 8 ans, 9 ans de plus chez les véganes. Alors, on s'est penché là-dessus et puis on s'est rendu compte que
dans les différentes études qui ont été faites, entre autres en Angleterre, que oui, le fait de manger, avoir une alimentation à base de plantes fait réduire plusieurs risques de maladies chroniques, comme le diabète de type 2, les problèmes cardiaques, et peuvent même, comme on a vu aussi dans les épisodes précédents, peuvent même faire régresser certaines maladies. Par contre, évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte avant de pouvoir dire que les véganes vivent nécessairement automatiquement plus vieux. On en vient quand même à la conclusion que malgré que les experts demandent plus d'études pour vraiment en arriver à une conclusion disant que le fait d'avoir une alimentation à base de plantes augmenterait la durée de vie, on est quand même d'accord à ce que la vie et les gens sont plus en santé lorsque vegan durant leur vie. Et on en arrive que quand même ici, là, à la fin de l'article, c'est en anglais, là, Eating a mostly plant-based diet can prolong life expectancy by over 10 years. Alors, on cite une autre étude qui dit que l'espérance de vie peut être augmentée de 10 ans. Alors évidemment, il y a des gens qui sont végétaliens, mais qui mangent très mal. Mais ici, je crois qu'on dit peut prolonger la vie de 10 ans. J'imagine que c'est lorsqu'on mange un aliment, on a une diète végétalienne, mais très bien équilibrée. On sait aussi que, bon, les différentes recherches, là, et puis il y en a une et une autre, qui disent que la viande rouge est cancérigène. C'est sûr que ces études-là sont souvent décriées par l'industrie elle-même, l'industrie agroalimentaire animalière. Mais à un moment donné, tout comme ça a été fait pour le tabac, il y a une limite à cacher la vérité. Le tabac, ça a fini par sortir et puis on a pas mal exclu le tabac de nos vies. Je pense qu'éventuellement, il y a des bons espoirs à ce qu'on fasse la même chose pour la viande, du moins pour la viande rouge, à relativement court terme. On a une phrase où on résume l'article en disant que ayez une alimentation à base de plantes et restez en santé, même lorsque vous êtes âgé. Je pense que c'est la caractéristique. Ils ne peuvent pas conclure que nécessairement les véganes vivent plus vieux, mais oui, nécessairement, les véganes vivent en meilleure santé lors de leur vieillesse. Alors, c'est tout pour les nouvelles aujourd'hui. On a un nouveau format, comme on disait au début. Ce format-là va nous diviser les différents épisodes. Alors, on va avoir des épisodes concernant les nouvelles dans le milieu de protection animale et de véganisme. Et on va avoir aussi certains épisodes pour des entrevues qui vont être plus courtes. Alors, je me suis adapté, j'ai réécouté mes émissions et je me suis dit que c'est peut-être un petit peu long. Alors, on va faire des émissions entre 20 et 30 minutes. Et les nouvelles vont être divisées. Alors, ce ne sera pas les mêmes épisodes entre les informations et les entrevues. Alors, merci d'être à l'écoute et à la prochaine.